Tu en es où des pâtes? Écoute, ça progresse. Les choses avancent. L'eau bout? Écoute, ça progresse. Les choses avancent. T'es où là? Sur le sentier de Mandaille. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous sur le sentier de Mandaille? On a plus de gaz. Je suis parti en chercher à l'épicerie. Mais on en a une tonne de bonbonnes de gaz dans le cabanon. Tu es parti chercher du gaz à Mandaille. On a une tonne de bonbonnes, mais 0 grammes de gaz. Elles sont toutes vides. Comment elles sont toutes vides? C'est qui les tordus qui remplissent une cabane de bonbonnes vides? Je sais pas. Bon, retourne à la maison, on fera de la purée au micro-ondes en arrivant. Non, t'inquiète. J'y vais, je reviens. En 20 minutes, c'est plié. Mais tu vas pas remonter de Mandaille avec une bonbonne de gaz sur le dos. Mais si, je perds pas une minute. Tu comptes sur moi. À tout de suite. Allez. Par Puy et par Vaux, une aventure à travers le Cantal. Mandaille-Saint-Julien. 527 habitants en 1970, 185 habitants au dernier recensement. Ils n'ont pas de gentilé en langue française, mais en langue auvergnate, on les appelle les pescos lunais, les pêcheurs de lune à cause de la lune qui se reflète la nuit dans une petite retenue formée par la Jordanne, la rivière qui a creusé cette vallée. La maison que je louais se trouvait à Rudez, quelques 150 mètres en amont du bourg. Je connaissais le chemin comme la poche de mon veston. Ça commençait par une descente abrupte, au milieu des pâturages, jusqu'à la ferme des Giraud qui barrait le seul accès à la Jordanne. À l'entrée, un simple saut de cabri au-dessus des fils électriques suffisait. À la sortie, c'était des barbelés. Mais une fois cet obstacle franchi, il n'y avait plus qu'à tourner à droite et à dévaler la pente en suivant le cours de la rivière jusqu'à Mandaille. Très facile à l'aller, plus sportif au retour. Sans oublier, pendant tout le trajet, l'ombre du puits Grioux. C'était un monument de 1690 mètres de haut. Dans la vallée, il y avait 2 monts qu'il dépassait en taille, mais aucun en prestance. Dans ces terres de pâturage, tout était vert, un vert accueillant, prometteur, généreux. Dans les vallées, des prairies pour régaler les vaches. Et quand on montait un peu plus, des forêts de feuillus. Le puits Grioux se démarquait de ce paysage. À ses pieds, il y avait une forêt d'une incroyable densité, mais lui, il était gris. Un gris foncé, volcanique, avec des traces verticales, de gris plus clair, et on imaginait bien, au pied de chacune de ces traces, le corps d'un imprudent vaincu par le puits Grioux. Grioux, en occitan, ça veut dire pénible à monter, et en effet, il montait à pic, que des cailloux, pas d'ombre pour s'abriter. Voilà un géant chauve qui fendait le ciel et nous n'étions que de minuscules insectes, des petites fourmis qui hésitaient à ses pieds. Grimper ou d'étaler? Il me fascinait, me terrifiait aussi, il m'attirait, à reculons. Il déformait l'espace. Chaque fois que je voulais fuir, je me retrouvais à ses pieds, et quand je me décidais à l'aborder, je prenais mes jambes à mon cou. J'avais pénétré dans Mandaille par le sentier de randonnée, j'avais traversé la Jordanne, et je m'engouffrais maintenant dans la petite ruelle qui menait au grand complexe des Genêts d'Or. L'épicerie des Genêts d'Or était un tout petit peu en retrait de la grande rue, mais l'essentiel restait visible sur de grands panneaux. Épicerie, boulangerie, hôtel, restaurant, bureau de poste, retrait d'espèces. Tout, à Mandaille, dépendait des Genêts d'Or. Faites un pas dans cette ruelle, vous entrez dans leur toile. Sur la gauche, l'hôtel-restaurant. Pas pour moi, merci, je suis en mission. Au fond, en très grand, la bannière boulangerie-épicerie. Avant, c'était une enseigne de Vival, la fameuse chaîne de supérettes franchisées, très présente dans les coins les plus reculés de notre beau pays de France. Mais les Genêts d'Or l'avaient racheté, et le panneau Vival avait été porté à la décharge. Ils avaient défranchisé une supérette, comme s'ils se foutaient des progrès de McDonald's, du groupe Casino, du beurre, comme si le temps, pour eux, s'écoulait à l'envers. Devant la boutique, on trouvait ce qu'on trouve toujours devant une épicerie.
Cartes postales, journaux, Le Point, valeurs actuelles et un Marianne d'octobre 2020. Et bien sûr, l'encombrant, les bouteilles de gaz. Je restais planté là devant l'étalage. Ma vue se brouillait. Devant moi, les bouteilles commençaient à danser, se cognaient les unes contre les autres, dans une procession cruelle, narquoise, de plus en plus rapide, de plus en plus folle. J'avais envie de crier, de fuir, de disparaître simplement. Stop. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. C'était mon imagination. Aucune de ces bouteilles n'était vide. Pour m'en convaincre définitivement, je tendis mon bras tremblant vers une bonbonne et je toquai 2 fois. Entrez! Je tressaillis. Debout sur les 3 marches se tenait l'épicière de Mandaille-Saint-Julien. Comment la décrire? Elle n'était pas de grande taille, mais elle me semblait immense. Elle avait l'aplomb d'une matriarche et le charme... C'était à la fois le charme américain d'une chanteuse country et celui très parisien d'une étudiante en lettres. Je la voyais battre le fer d'une main, de l'autre coder le programme de lancement d'Apollo 11. Chercher en vain à la mettre dans une case, à en faire un objet rassurant, maîtrisé. Et effectivement, elle cochait toutes les cases, mais d'un seul trait. Si bien que, barrée, elle perdait tout leur sens. J'aurais pu passer des heures à empiler les clichés et les fantasmes, à l'inventer selon mes propres codes, sans jamais la cerner. Je voulais cesser de l'imaginer, je voulais la découvrir, qu'elle me dessine ses rêves et ses ambitions pour elle, mais aussi pour Mandaille, car il ne faisait aucun doute qu'elle y régnait en maîtresse absolue. Pour me raccrocher au réel, je me concentrais sur ce que je voyais, c'est-à-dire un sourire total. Elle était de ces gens qui sourient avec tout leur visage, non, avec tout leur corps. Elle souriait bien sûr, des lèvres et des dents aussi, des yeux, d'accord, mais jusque dans les moindres nuances de l'iris, et des cils dressés, des sourcils arqués, des joues et des oreilles tendues sans effort, et même son menton était rieur. Elle souriait du buste et des épaules, et du plus profond d'elle-même. Quand nous autres sourions, nous calculons, nous avons défini la juste mesure du sourire, celle qui n'expose pas ce que nous pensons être nos défauts, celle qui cache nos dents de travers, celle qui ne creuse pas de fossettes, celle qui ne soulève pas nos oreilles. Nous façonnons un sourire contrôlé, parce que nous sommes pleins de doutes. Mais elle ne doutait de rien, et surtout pas d'elle-même. Et si vous étiez par trop ébloui par son éclat, alors vous n'aviez qu'à détourner le regard. Je peux vous aider? Vous avez des gaz? Du gaz? Vous manquez pas d'air? Si, du coup, si. Butane, propane, méthane? Butane. 6, 10, 13 kilos? 6, 10, 13... 10. Très bien. La voilà. Ouvrez vos bras. Ah oui. Tenez. Elle m'avait jeté sur les bras une grosse bonbonne rouge. J'avais l'impression de rétrécir de 30 cm sous le poids du machin, mais elle avait réalisé son geste avec une facilité si déconcertante. Je fis de mon mieux pour garder bonne figure. Je pensais aux 3 km à grimper jusqu'à la maison et je voulais la supplier de me donner celle de 6 kilos à la place. Au lieu de ça, je lui offris le sourire le plus crispé de l'histoire des faux culs. Elle me guida à l'intérieur de la boutique. Tout de suite à droite en entrant, il y avait les fruits et légumes, les essentiels. Pommes, brugnons, tomates, courgettes, salades et blettes. Au fond, il y avait les rayons, le rayon, séparé en 2 parties de taille égale. À droite, l'alimentaire, et à gauche, le divertissement. Vin, bière et gentiane. L'eau de vie distillée à partir de gentiane jaune, une fleur des montagnes. Enfin, tout de suite à gauche en entrant, le trop précieux pour être en libre service. D'un côté, le pain et les pâtisseries, dont le réputé millefeuille de Mandaille. De l'autre, les fromages. On y retrouvait toute la fierté de l'Auvergne. Murol, Lavore, Salers, Artissou, Fourme d'Ambert, Bleu d'Auvergne, Gaperon, Saint-Nectaire, et bien sûr le Cantal, jeune, vieux et l'entre-deux. Et entre le fromage et les desserts se trouvait la caisse, et derrière la caisse l'épicière, qui me demanda 29,90 €. Mon visage se décomposa. Bien sûr. Pourquoi est-ce que j'aurais pensé à prendre mon portefeuille pour aller à l'épicerie? Je venais de me transformer en un guignol grimaçant, 10 kilos de butane sur les bras, et pas un sou pour les payer. Elle semblait l'avoir compris. Vous êtes un peu tête en l'air. J'ai beaucoup de choses à penser.
Vous êtes pas là en vacances? Les vacances du corps ne sont pas toujours celles de l'esprit. Bien sûr. Bon, désolé du dérangement, je reposerai la bouteille en sortant. Quoi? Vous rigolez? Vous croyez que je tiens quel genre d'affaire ici? Une épicerie? Une épicerie, oui. Vous avez pas vu un grand panneau Leclerc au-dessus de la porte, si? Je sais plus. Vous voulez bien vérifier? Bien sûr. Non, c'est marqué les Genêts d'or. Oui, c'est ce dont je me souviens aussi. Les Genêts d'or, ce n'est pas une machine qui transforme les humains en cash. C'est un service. C'est fait pour permettre aux gens de vivre à Mandaï. Je vends des bonbonnes de gaz, parce que si je n'en vends pas, les gens dans la vallée mangent froid. La prochaine épicerie, elle était à Aurillac. C'est à 25 km. Donc pour beaucoup de gens ici, si je ne le vends pas, ça n'existe pas. Donc je vends tout ce que je peux. C'est ma mission, c'est de faire exister les choses. Pour tout le monde. Pour ceux qui ont une voiture, aussi bien que pour ceux qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Pour les riches, pour les pauvres, et aussi pour les idiots. Alors si vous avez oublié votre argent, vous me faites pas « Désolé, je reposerai la bouteille », parce que là, en plus d'être enquiquinant, vous êtes insultant. Vous prenez votre gaz, vous mangez un bon repas chaud en famille, et pour payer, vous n'avez qu'à repasser demain. Et si je ne suis pas au comptoir, vous demandez Jade. Enchanté, Jade. Moi, c'est Étienne. Enchanté, Étienne. À demain. Quelle femme incroyable! Quelle énergie! Quelle assurance! Et surtout, quelle concentration sur la mission qu'elle s'était confiée! Nous étions finalement très semblables l'un à l'autre. Comme moi, elle respirait la franchise, la fiabilité, le sens des responsabilités. Comme elle, on me regardait et on voyait un homme qui, lorsqu'assigné à une tâche, la menait à bien, quel qu'en soit le coût. D'ailleurs, ne me préparais-je pas à 1 heure d'ascension, lesté de 10 kilos de gaz, pour aller nourrir mes neveux affamés? On comptait sur moi, alors j'accomplissais. C'était ma nature. Je ne connaissais pas d'autre destination que le devoir, et pas d'autre chemin que celui qui remontait le long de la Jordan vers ceux qui dépendaient de moi. Plutôt me damner que de me dérober. Oh, mais c'est de la tristesse. Si, un jour, vous entendez quelqu'un dire du mal des Auvergnats, c'est qu'il n'a jamais entendu parler de truffade. Un plat si simple, élégant, la réponse parfaite de l'homo sapiens à l'austérité de l'hiver auvergnat. Vous commencez, bien entendu, par jeter du lard et du saindoux dans une cocotte en fonte, sans doute empruntée à votre grand-mère. Vous laissez fondre un peu. C'est dans cette graisse délicieuse, bouillonnant gentiment, que vous allez faire rissoler vos pommes de terre coupées en rondelles, agrémentées de sel, de poivre et, est-ce que j'ai seulement besoin de le préciser, d'ail. Vous laissez cuire, comme ça, doucement. Vous laissez le lard et l'ail embaumer votre cuisine, réchauffer toute votre maison, comme une promesse dont on sait qu'elle sera tenue. Et lorsque les patates sont cuites, oh, lorsqu'elles sont cuites, c'est là que la magie s'opère. Vous coupez le feu, écrasez grossièrement les patates et versez, à l'envie, du moment que vous en avez très envie, la tome fraîche coupée en lamelles. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable, parce que la tome fraîche d'Auvergne, c'est un fromage qui, cru, n'a absolument aucun intérêt. Mais lorsque vous allez, avec une grande cuillère de bois, la mélanger aux patates, la faire fondre à leur contact, jusqu'à former de longs fils soyeux, c'est de la littérature. C'est ce roman d'apprentissage que personne n'a osé écrire. C'est ce gamin qui part de rien et s'élève socialement, moralement, physiquement, intellectuellement, selon tout critère et sans aucune réserve. Ce serait la métamorphose d'une chenille en papillon, si le papillon était délicieux et pouvait sauver de l'hypothermie. Alors que je me dirigeais vers le sentier qui remontait vers la maison, je me retrouvais nez à nez avec une gigantesque cocotte de truffade. Je m'arrêtai juste devant et pris une grande inspiration. Ça sent bon, hein? Une grande spatule de bois était plongée dans la truffade et, comme un prolongement naturel de cette grande spatule de bois, un bras nu la tenait fermement, un grip qui se sentait jusque dans son épaule, laissé libre par un débardeur noir proche du corps, un short cargo gris foncé et des baskets noires
complétait la tenue de cet homme d'une bonne trentaine d'années, blond à la courte barbe négligée, un peu roussi. J'appris qu'il s'appelait Damien, qu'il était moniteur de ski en saison de ski et de canyoning en saison de canyoning. Ce soir-là, il animait simplement une petite compétition amicale entre les gens du village. Les règles, elles sont simples. Le gars, ou la fille, pourquoi pas, qui finit son assiette le premier, il gagne. Qu'est-ce qu'il gagne? Une deuxième assiette. Et vous faites ça souvent? On le fait plus souvent l'hiver pour se réchauffer. Mais demain, il y a la fête de la truffade, alors on s'entraîne. La fête de la truffade? Oui, c'est tous les ans, à Arpajon-sur-Serre. Il y a des petits concours, on mange bien, on boit avec les copains, c'est sympa. Il y a des gens de toute la vallée, et puis de la vallée de la Serre aussi. Et les touristes, bien sûr. Ah, c'est super, peut-être que j'irai. Tu aimes ça, la truffade? Oh, si j'aime ça. On a du rab pour une assiette de plus. Tu veux jouer avec nous? Je suis celui qui gobe les défis comme des petits raisins. Avec plaisir. 1 heure plus tôt, je chantais sous la douche. Désormais, je me préparais à concourir dans la compétition amicale de dévorage de truffade des habitants de Mandaille-Saint-Julien. S'il existe un Dieu, il est clair qu'il avait pour moi, en cet instant, de très grands projets. Damien nous servit à tous ce qu'il appelait, avec une incommensurable modestie, une assiette de truffade. En réalité, c'était des montagnes, des puits de délices, des patates grillous. Mon plat grossissait à mesure que je le fixais. Pour ne pas me noyer dedans, je levais la tête et jetais un œil à mes concurrents. Il y avait Christophe, Sandrine et Frédéric qui étaient nés dans la vallée. Il y avait aussi Séverine et Thomas, un couple de champenois qui venaient régulièrement au mois d'août. Enfin, en bout de table, il y avait Damien. Comme tous les autres, il s'amusait, passait un bon moment, mais on ne pouvait pas le confondre avec le reste du groupe. Là où la plupart des gens, dans ce genre d'événement, forcent leur caractère, parlent fort pour combattre leur insécurité, rient encore plus fort à tout ce qui n'est pas drôle, lui était à l'aise. Il était dans son jardin, dans la petite cour qui faisait face à la maison de site. Comme si c'était lui qui avait réuni tout ce monde-là, comme s'il venait de faire se rencontrer des gens qui ne s'étaient jamais vus alors qu'ils étaient voisins depuis 40 ans. Il était le roi Arthur avec tous ses chevaliers disparates autour de la table ronde. Et il tira son couteau aurillac de son assiette de truffade comme Excalibur de son rocher et donna le signal du départ. Nous nous mîmes à nous empiffrer. On sentait que Sandrine et Frédéric avaient l'habitude. Comme des coureurs de fond qui connaissent les limites de leur corps sur le bout des doigts, ils mâchaient à un rythme constant, méthodique. Toutes les 10 bouchées pour Sandrine, toutes les 12 pour Damien, il prenait une gorgée d'eau. Tout l'inverse de Thomas, qui s'était jeté immédiatement sur son assiette, à la limite de l'engloutir tout entière. Il mit tout le reste de la course à mâcher cette unique et colossale bouchée. Séverine, quant à elle, dégustait son plat comme si personne ne la chronométrait et n'hésitait pas à discuter avec ses voisins entre 2 bouchées bien distantes. Elle était le Coubertin de la tome fraîche. Mais je fus surtout surpris par Christophe et Frédéric. Dès le signal du départ, ils s'étaient transformés. Je les pensais en entente cordiale et distante. Je découvris qu'ils étaient de véritables frères ennemis, des rivaux irréconciliables. Ils enchaînaient les grandes bouchées de patates, sans jamais cesser de se fixer l'un l'autre. Si l'un des deux accélérait le rythme de ses coups de fourchette, l'autre surenchérissait. Par peur des sarcasmes de l'adversaire, ni l'un ni l'autre ne buvait la moindre goutte d'eau. À mesure que la course avançait, ils devenaient de plus en plus rouges, puis un peu violets. C'était une lutte d'une rare violence. Ils s'étouffaient l'un l'autre, sans jamais se toucher. Et moi, après ma sieste, après ma course, après toutes ces montagnes russes émotionnelles, j'avais une dalle exceptionnelle. Il m'était apparu que la montagne de truffade dans mon assiette épousait parfaitement la forme de la vallée qui s'était creusée dans mon estomac. Alors je fis honneur à cette offrande. J'y plantai une première fois ma fourchette et la levai devant mes yeux. De longs fils de tomes s'étiraient depuis l'assiette. Je portais cette merveille à ma bouche et miam! Qu'est-ce que j'aurais aimé garder des souvenirs de cette expérience. Mais dès lors que la truffade s'était posée une première fois sur ma langue, mon esprit délaissa plusieurs de ses missions usuelles, telles que la mémoire, pour se concentrer pleinement sur le kiff. Quand, enfin, je sortis de ma transe, mon assiette était vide,
Et dans le regard de mes camarades braqués sur moi, je sentais un mélange de peur et de fascination. Ils me regardaient comme je regardais le puits Grioux. Le Papa d'Or. Le Papa d'Or. Qu'est-ce que c'est? Ils pensent que tu es le Papa d'Or. C'est une vieille légende d'ici. Ah, raconte-moi. Jusqu'au 19e siècle, notre pays était très pauvre. On n'avait rien. On était coupé du monde dans nos montagnes. L'été, nos ancêtres survivaient en cultivant le seigle. L'hiver, ils mouraient de froid, ils mouraient de faim, ils mouraient de maladie aussi, parce que les médecins, ils venaient pas ici. Les vaches aussi, elles tombaient comme des mouches pendant la saison rude. L'été, ça allait, elles mangeaient dans les pâturages. Mais l'hiver, elles refusaient le foin, elles mangeaient presque pas. Beaucoup passaient pas l'hiver, et celles qui le passaient, elles faisaient presque plus de lait. Un jour, un gars de Salers, il a commencé à pousser la bacarole. Il chantait à ses vaches pendant qu'il les nourrissait. Et là, toutes ces vaches, elles ont mangé. Mais mangé bien! Et de tout l'hiver, il a perdu aucune bête. Alors dans sa famille, ils ont eu beaucoup de lait et ils ont fait beaucoup de fromage. Et leur fromage, il était plus goûtu que tous les fromages qu'ils faisaient à l'époque avec les vaches de Salers. Alors, pendant la belle saison, ce gars-là, il a fait le tour du pays pour aller dire à tous de chanter pour leurs bêtes l'hiver pour les nourrir. Évidemment, les anciens, ils le prenaient pour un fou, mais il leur faisait goûter son fromage. Et alors ils en revenaient pas, et ils promettaient que, au prochain hiver, ils chanteraient pour leurs bêtes. Dans les années qui ont suivi, on a eu de plus en plus de lait, et des vaches de plus en plus grasses, et du fromage de meilleur en meilleur. Alors, l'hiver, les gens mouraient plus de faim, et ils ont construit des routes pour vendre le fromage qu'ils avaient en trop. Et avec le commerce, ils ont pu construire des toits de lauze, et puis même en ardoise. Et alors les gens, ils mouraient de moins en moins de froid. Et comme il y avait des routes, s'ils étaient malades, ils pouvaient voyager pour aller se soigner. Ce gars-là, il avait sauvé l'Auvergne. Et il a vécu encore longtemps en chantant à ses bêtes tous les hivers. Mais avant de mourir, il a prévenu les gens. Il leur a dit qu'un jour, la misère menacerait à nouveau de s'abattre sur le pays, que le travail des gens ne vaudrait plus rien, qu'ils fuiraient la région et abandonneraient la terre des anciens. Mais il a dit aussi que quand ça arriverait, il y aurait à nouveau quelqu'un qui sauverait l'Auvergne du déclin. Il disait, ce gars-là, on l'appellera le Papa d'Or. Mais c'est quoi un Papa d'Or? Papa d'Or, en auvergnat, c'est le glouton. Les anciens disent que, le moment venu, on reconnaîtrait le Papa d'Or. Parce qu'il mangerait la truffade comme personne. Le Papa d'Or, il est censé avoir une relation toute spéciale avec la truffade. Le chanteur de Salers, dans ses derniers jours, il faisait partout ce dessin-là. Un triangle avec un rond au milieu. Les anciens, ils disent que le triangle, c'est la patate, la tome et l'ail. Et au milieu, qui les caresse tous à la fois, c'est le Papa d'Or. Et tu penses que je peux être le Papa d'Or? Le Papa d'Or. Moi, je pense que c'est des histoires pour les enfants. Je pense pas que quelqu'un comme le Papa d'Or puisse exister. Mais s'il y a un jour où on aurait besoin de lui, c'est bien maintenant. Le travail devient rare. Tous les jeunes, ils vont faire des études ailleurs, ils reviennent plus qu'à Noël. Et tu as un don pour manger la truffade, ça c'est sûr. À ta place, j'irai à la fête de la truffade d'Arpajon-sur-Cère, demain. C'est sûr que tu as tes chances pour gagner le bon d'achat pour l'Intersport. Et puis, on verra bien si tu es le Papa d'Or. Je remontais
perplexe, vers la maison en traînant ma bouteille de gaz derrière moi. Cette histoire de légende auvergnate me troublait profondément. L'Auvergne, cette région magnifique que j'avais appris à connaître et surtout à aimer, était manifestement menacée de misère, d'exode. Est-ce que son salut pouvait vraiment reposer sur la destinée d'un seul homme? Est-ce que je pouvais être cet homme-là? Moi, le touriste, le parisien, l'étranger, le polytechnicien hors sol? Étais-je destiné à sauver l'Auvergne? Étais-je le papa d'or, le glouton, l'élu de la truffade, celui qui caresse tout à la fois la patate, la tome et l'ail? Je ne pouvais nier que cette idée était déjà présente depuis longtemps dans mes pensées, et s'y rappelait souvent, par une odeur familière, par un mirage fromager, par l'écho de grandes batailles à venir. Qu'est-ce qui était réel? Qu'est-ce qui était promis? Qu'est-ce qui n'était qu'un fantasme de mon esprit ennuyé? À ce stade, je n'avais qu'une seule certitude, et elle me venait des tripes. Je devais me rendre à Arpajon-sur-Cère et participer au concours départemental du plus gros mangeur de truffades.